Au début de sa carrière, il était la bête noire de Maurice Duplessis. À Ottawa, il a combattu le créditiste Réal Cahouette avant de devenir son allié au Québec. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour. Monsieur Dupuis, vous avez été plongé très jeune dans la politique. Vous étiez dans un milieu favorable à la politique. Quelle influence ça a joué sur votre orientation? Bien évidemment, j'ai été inondé de politique dans mon jeune âge. J'avais 4 ans quand mon père a été élu pour la première fois échevin à Montréal. Il faisait partie de l'équipe de Camillien-Houde. Il a été membre du comité exécutif. Et puis, il était conservateur, il était ami de Duplessis, ami d'Édouard Masson, qui était l'organisateur en chef de Duplessis. Alors, on était dans ce milieu politique, et puis mon père était évidemment un anti-libéral, et pour cause, parce que quand j'avais seulement 9 ans, imaginez qu'en plein milieu de la nuit est arrivé un saccage de la police provinciale de Tachereau. Ils ont défoncé la porte d'entrée et se sont emparés d'un constable municipal qui était de Gay. Et là, ils ont pris tout ce qu'ils ont voulu prendre, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris, mais des listes électorales. Et puis, mon père criait, évidemment, « Ma famille est là, mes enfants sont là, vous n'avez pas honte, des policiers. » Alors, ça, évidemment, ça m'est resté dans l'oreille, bien sûr. Et la même année, alors qu'il était candidat conservateur, il y avait une division chez les conservateurs en 1935. Il y avait l'équipe de Bennett, puis il y avait l'équipe de Stevens. On les appelait les Stevenistes. Ça, c'était les conservateurs du Québec. Alors, mon père s'était présenté conservateur, et c'est là qu'il avait été défoncé par la police provinciale de M. Tachereau, alors qu'il se présentait au fédéral, 1935. Alors, après ça, bien, il a été le bras droit de Camillien-Houde pendant des années. Camillien-Houde venait chez nous quasiment 1 fois ou 2 fois par semaine. On parlait de politique tout le temps. Alors, j'ai grandi dans ce milieu de la politique. Et ce qui est arrivé de plus mémorable pour moi, c'est qu'en 1940, quand Camillien-Houde avait dénoncé l'enregistrement national, il disait aux gens, « N'allez pas vous enregistrer. S'ils vous enregistrent, c'est parce qu'ils veulent faire la conscription. Et puis, s'ils font conscription, bien, vos enfants vont aller à la guerre malgré eux. » Alors, évidemment, on était déjà en temps de guerre depuis 1939. Alors, les gens d'Ottawa ont demandé à M. Houde de rétracter ce qu'il avait dit et de dire aux gens, allez vous enregistrer plutôt qu'allez pas vous enregistrer. Il a dit, jamais je retirerai mes paroles. Alors, imaginez-vous qu'un soir, j'étais chez moi, couché, à Montréal-Nord, à l'époque, on était dans notre chalet d'été, et j'étais au 2e étage. À un moment donné, vers minuit ou 1 heure du matin, qui je vois entrer? Camillien-Houde, en pleine nuit. Alors, je dis, mon Dieu, c'est M. Houde, ça. Alors, pendant que mes frères, mes sœurs étaient couchés, moi, je me suis amené contre l'escalier, puis là, j'ai commencé à écouter. Alors, Camillien-Houde venait demander à mon père d'aller avec lui dans le camp de concentration parce qu'il a dit, je suis informé qu'ils vont m'arrêter probablement demain. Alors, Hector Dupuis, c'était le nom de mon père, Hector, tu devrais me suivre, venir avec moi. Quand on sortira dans 1 an ou 2 ans, parce que je me rappelle ses paroles, il a dit, Hitler va gagner, Mussolini va gagner dans 1 an ou 2, je vais être sorti du camp de concentration, alors on va être sorti si tu viens avec moi, puis on va être plus populaire que jamais. Je me souviens de ces paroles-là. Alors mon père avait essayé de le dissuader, lui. Il a dit, nous sommes en temps de guerre, et pendant un temps de guerre, on ne peut pas résister au gouvernement. Alors il dit, tu n'as pas à gagner certainement parce qu'ils vont te mettre dedans, puis tu peux être dedans pour plus longtemps que tu penses. Alors, il a dit, de toute façon, j'y vais, je n'ai pas les moyens de rester en dehors. Mon père, il dit, moi, je n'ai pas les moyens d'aller en dedans. Alors, c'était pas la même chose l'un et l'autre. Alors, il est allé donc au camp de concentration, au Camillien-Houde,
Et puis ça a été une autre époque, évidemment, que je n'ai plus oubliée. Qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter candidat libéral en 52? Quel genre de circonstances? Bien, ça, c'est une question qui demande, évidemment, une réponse assez longue. C'est que moi, d'abord, j'ai été élevé, comme je vous dis, dans un milieu conservateur, Duplessis, tout ça. Et puis j'étais à l'école normale quand, à un moment donné, il y a des étudiants, 3 étudiants avocats qui finissaient leur cours de droit, qui sont venus me demander, parce qu'ils avaient entendu dire que j'étais bon orateur à l'école normale, j'avais gagné des concours, des débats oratoires dans le temps, c'était la grande mode. Alors, ils étaient venus me demander de faire un débat, les 4, de me joindre aux 3 autres, pour faire un débat. J'avais fait un débat dans un soubassement d'église, devant le public. C'était très, très couru, les débats à cette époque-là. Et puis, imaginez qu'on avait tiré au sort. Il y avait l'équipe Raymond Daou et moi, Raymond Daou, qui est un avocat très connu, et qui sera d'ailleurs mon avocat plus tard. Et puis, il y avait Roland Lefrançois aussi, puis il y en avait un autre, de toute façon, le nom va me revenir. Alors, nous avons fait ce débat, mais nous avons tiré au sort. Le couple, Daou et moi, si on tirait libéral, on parlait pour les libéraux, et puis si on tirait Union nationale, on parlait pour l'Union nationale. Imaginez-vous, moi, parler pour les libéraux, pendant que j'ai entendu jusque-là, tous mes parents, tout mon monde, être contre les libéraux, pendant aussi que j'avais vécu cette invasion libérale de la nuit quand j'étais jeune, alors parler pour les libéraux. Ce que j'ai fait, je suis allé à la bibliothèque municipale qui était en dehors de l'école normale, et là, j'ai fouillé dans les discours de Godbout, de Wilfrid Laurier et de Mercier pour essayer de me convaincre, pour essayer de trouver leurs mots pour convaincre l'auditoire auquel je ferais face. Alors, j'ai lu les discours de Godbout. Je trouvais qu'il y avait du bon sens. Je m'attendais, moi, à lire des discours qui n'avaient pas de bon sens, contraire à mes idées. Je lisais Godbout, puis mes idées étaient les siennes ou ses idées étaient les miennes. Un commencement de conversion, tranquillement. Après ça, je lisais Honoré Mercier, Cessons nos luttes fratricides, quand il avait fait la lutte contre les conservateurs à cause de Louis Riel qui avait été pendu. M. Mercier aussi avait fait une fusion entre les libéraux et l'Union nationale, et les conservateurs dans le temps. Et puis, Wilfrid Laurier, bien alors, j'ai lu des discours de Wilfrid Laurier. C'était des bijoux de discours. Alors, ils m'ont convaincu. Je suis arrivé au débat, et là, j'étais convaincu que j'étais libéral, à partir de ce moment-là. Et quand j'ai appris ça à mon père que j'étais libéral, il n'était pas de bonne humeur. Parce que dans ce temps-là, les députés conservateurs et les députés libéraux étaient souvent arrangés avec ça, les Duplessis, avec les conservateurs, ou les libéraux avec les Duplessis. Alors, quand M. Lapham, chef du Parti libéral à l'élection provinciale de 1952, a décidé, évidemment, de placer un libéral dans Sainte-Marie, même si c'était le comté le plus bleu de la Confédération, il a fait un sondage. Et les gens ont dit, le seul qui pourrait rentrer au provincial, c'est Petit Dupuis qui a fait la lutte avec son père. Alors, lui, il est orateur, puis lui, on l'aime. Alors, les Bleus disaient à M. Lapham, si vous mettez Dupuis, on va voter pour. Alors, à un moment donné, M. Lapham m'a fait venir à son bureau un après-midi. Il me dit ça, il dit, M. Dupuis, il dit, écoutez, on fait un sondage dans le comté le plus bleu de Montréal, et puis ils disent que, même les Bleus disent qu'ils vont voter pour vous. Il faut absolument que vous vous présentiez. Voyons donc, M. Lapham, j'ai 25 ans. Personne ne voudrait voter dans ce temps-là. Avoir 25 ans, c'était quasiment apprécié si vous vouliez vous présenter à un poste. Depuis ce temps-là, il y a des gens de 22, 23, 25 qui en ont en masse. Mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Bien, il dit, il faudrait bien que vous disiez oui, parce que c'est notre chance de gagner Sainte-Marie. Alors, je lui ai dit, bon, coudonc, quand on est jeune, on a 25 ans, on est capable de prendre un risque. Alors, je lui ai dit oui, je vais me présenter. Et quel genre de campagne vous avez mené, là? Parce que l'Union nationale, il faut que j'arrive à la campagne, mais il faut que j'arrive à mon père, là. Ah oui? Il ne faut pas que j'oublie de vous dire que moi, je demeurais chez mon père. Alors, je pars de chez M. Lapham, puis je m'en viens à la maison vers 6 heures. Mon père est déjà là, lui, il n'arrivait jamais avant 7h30, 8 heures. Il est déjà là. Alors, je rentre, je dis bonsoir, il dit bonsoir. Je n'avais pas l'air de bonne humeur.
Bien, il dit, serais-tu de bonne humeur, toi, si tu apprenais par la radio que ton fils vient de se présenter contre son meilleur ami, le député de l'Union nationale? Bien, j'ai dit, comment se fait, vous l'avez appris? Par la radio. Tu n'aurais pas pu venir me le dire à moi, m'annoncer avant tous les autres, avant la radio, que tu te présentes libéral. Bien, j'ai dit, je ne pensais pas qu'entre M. Lapampe et ici, la distance, vous l'auriez appris, je m'en venais vous le dire. Alors là, ça n'a pas été drôle. Le soir même, là, Duplessis a appelé, Édouard Masson a appelé, mon père était dans tous les États, le député de l'Union nationale du comté, qui était ami avec mon père, l'a appelé. Alors, j'ai dit là, je ne dormirai pas de la nuit, hein, puis je vais... Le lendemain matin, au déjeuner, mon père, il dit, fais-toi-en pas. Il dit, tu as pris ta décision, tu te présentes libéral, c'est ton droit, puis il dit, moi, je vais m'arranger avec les autres. Alors, c'est comme ça que j'ai été candidat libéral dans Sainte-Marie. Évidemment, mon père là, a perdu l'amitié de Duplessis. Vous allez voir plus loin qu'est-ce que Duplessis a fait. Duplessis voulait quasiment le tuer parce qu'il n'était pas capable de m'empêcher de me présenter candidat en 1952. Il a dit, si tu ne réussis pas ça, tu n'es plus mon ami. Il faut absolument que tu retires ton fils, qu'il n'aille pas candidat contre mon homme. Alors, mon père, il dit, il a 25 ans quand même. Tu ne peux pas lui ordonner de ne pas aller candidat. Il a décidé d'y aller. Alors, le Duplessis, il n'a jamais pardonné. Édouard Masson, lui, était plus conciliant. Il a gardé l'amitié de mon père. Ils étaient allés à l'école ensemble. C'était des bons amis. Mais l'Union nationale vous a pas dû vous laisser le champ libre. Là. Il a dû avoir une adversité. Là, ils ont mis de l'argent, ils ont tout mis. Alors, ma campagne électorale en 1952, évidemment, l'argent rentrait à pleine poche pour acheter le monde. Il achetait le monde, il achetait nos organisateurs libéraux. Et puis, à part de ça, il donnait des frigidaires, des machines à laver, toutes sortes de choses à des familles pauvres et tout ça. Ils avaient mis un gros néon près du pont Jacques-Cartier, tout éliminé, votez Union nationale, votez Gendron, mon adversaire. Et puis, alors, l'argent coulait. Savez-vous ce que j'ai fait, moi, dans mes discours? Je disais, vous voyez tout l'argent qui passe? Vous voyez tout ce qui sort contre moi, là? Alors, prenez-le. Vous avez besoin de machines à laver, demandez-leur. Vous avez besoin de ça, allez leur demander. Ils en ont de l'argent. Mais votez pour moi, me remercier, par exemple, d'être ici et puis de faire venir dans le comté tout l'argent et tous les biens qu'ils vont vous donner. Alors, les gens avaient du plaisir, ils s'en venaient me voir et ils disaient, Monsieur Dupuis, j'ai eu une machine à laver, j'ai ici, j'ai ça. Moi, je vais voter pour vous. Alors, je suis entré quand même par 2500 voix de majorité, à la grande surprise de tout le monde. Est-ce qu'il y a eu de l'intimidation parce que c'était courant à l'époque? Ah, bien, d'intimidation, il y en a en masse, évidemment. Excusez-moi, mais ils ont cassé la gueule de plusieurs de mes organisateurs. Ils ont défoncé des portes des maisons à la Tachereau. C'est l'Union nationale, hein? Ça devait faire mieux, ça, l'Union nationale, qu'à Tachereau, hein? Quand il a fait le compte public, M. Duplessis, c'était pour nettoyer la province puis d'avoir la politique pure. Puis ils ont fait pire que Tachereau. Alors, imaginez-vous qu'ils en ont fait dans mon comté. Mais vous aviez aussi fait une promesse à votre mère pour votre première campagne électorale. Et elle vous a obligé à le tenir, votre promesse. Ça n'a pas été facile. Le soir de notre victoire, non, je pense que c'était une réunion après notre victoire, dans une grande salle, il y avait du monde dans les rues autour. On s'en venait fêter ma victoire, qui n'était pas une victoire ordinaire. Petit gars de 25 ans, dans le comté le plus bleu, là, tu sais, ça avait fait du bruit. Alors, j'étais sur l'estrade avec des organisateurs. Ma mère était là, assise, et puis on attendait l'ouverture de l'Assemblée, là. À un moment donné, avant tout le monde, ma mère se lève. Elle s'en va au micro. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va faire là? Elle n'a jamais parlé en public. Elle prend le micro, puis elle dit, vous venez d'élire un jeune député. Oui, elle dit, un instant. N'applaudissez pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va dire là? N'applaudissez pas. Il avait promis à la Sainte Vierge que s'il était élu, il cesserait de fumer. Il fume en ce moment, et je ne l'accepte pas, parce qu'on va s'asseoir. Là, tu aurais pu entendre voler une mouche. Les gens étaient à la bouche ouverte, les gens regardaient, mais qu'est-ce qu'il va dire? Alors là, je suis devenu politicien très vite. Je me suis levé, je me suis avancé près du micro, et j'ai dit, Mesdames et Messieurs, je remercie ma mère de me rappeler la promesse que j'ai faite à la Sainte Vierge. Et pour vous prouver que je tiens mes promesses, je sors mon paquet de cigarettes dans ma poche, je la lance dans la foule. La cigarette que j'avais, c'est-à-dire la cigarette avant que j'avais dans les mains, je l'éteins dans le cendrier, puis je lance
mon paquet dans la foule. Alors, j'ai dit ça, c'est une promesse à vie. Alors, les gens ont applaudi, puis là, ça a remis de l'ambiance, et puis tout s'est bien passé ensuite. Imaginez-vous comment j'avais l'air fou avec la cigarette, la promesse. Et la promesse à Sainte-Vierge, en 1952, c'était une promesse importante. C'était du sérieux. Aujourd'hui, ça ne dérangerait plus personne. Mais dans ce temps-là, après ça, pendant les mois, tout le monde demandait, y a-tu recommencé à fumer? Y a-tu recommencé à fumer? Alors, j'ai été obligé d'arrêter de fumer, et j'étais un gros fumeur. J'étais propriétaire d'un magasin de tabac sur la rue Sainte-Catherine. Je fumais la pipe, le cigare, la cigarette. Puis quand j'avais le rhume, je sniffais. Ça débloquait, ça faisait du bien. Alors, imaginez-vous que depuis ce temps-là que je ne fume pas. Ah, j'ai bien fumé un cigare l'été, des fois en plein air, mais jamais de cigarette. Le contexte familial était assez particulier et votre père siégeait à Ottawa, vous à Québec, mais vous étiez dans la même circonscription. Vous représentiez les mêmes électeurs. Comment vous conciliez ça? On représentait le même comté. Oui. Et mon père, évidemment, j'étais célibataire dans le temps. Alors, je demeurais chez mon père. Mais aussitôt que j'ai été élu, je pense un mois ou 2 mois après, j'ai déménagé. Je suis allé m'installer ailleurs. Et le comté de Montréal-Sainte-Marie, à l'époque, c'était un comté de quelle étendue, de quelle partie de Montréal? C'est un des comtés les plus pauvres de Montréal. Voisin de Chalaga-Maisonneuve, dont on parle plus, mais c'était le même genre. On appelait ça le faubourg à Melasse dans le temps. Il y avait une manufacture de Melasse, on appelait ça le faubourg à Melasse. C'est comme Saint-Henri, par exemple, c'était pauvre aussi. Alors, c'était un comté comme ça. Et moi, j'ai grandi, évidemment, là, pendant la grande crise économique dans ce comté-là de Sainte-Marie. Et la grande crise économique, je vous dis que c'était pas drôle. Hein? Alors, j'ai grandi dans ce comté-là. Je connaissais bien la mentalité des gens. C'était à 98 ouvriers. Alors, c'était un comté que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup les gens qui y demeuraient. Et vous, comme député à l'époque, quelles étaient vos conditions salariales, les services dans votre comté à Être Québec? député de l'opposition en 1952, c'était vraiment une vie pénible. Heureusement, moi, je gagnais ma vie aussi comme agent d'assurance, et puis j'avais vendu mon magasin, et puis alors, j'ai pu m'en sortir. Mais à Québec, ici même, à Québec, on avait, par exemple, vous donner une idée, moi, dans mon bureau, on était 22 députés de l'opposition en 52. 23 quand M. Lapalme s'est amené à une élection partielle. Alors, le bureau qu'on avait ici, c'était 4 petits pupitres dos à dos, là, au face-à-face, c'est-à-dire, 2 classeurs de 4 tiroirs et chacun des 8 députés, un tiroir, et non pas un classeur. Un téléphone au milieu, une secrétaire pour les 8. On n'avait aucune dépense payée. Nos téléphones n'étaient pas payés. La seule gratuité qu'on pouvait avoir à cette époque-là, c'était un laissez-passer sur le train et un laissez-passer sur l'autobus Provincial Transport à cette époque-là. Et quand on est allé voir M. Duplessis pour lui dire « ça n'a pas de bon sens, on n'est pas capable de travailler comme ça », n'oubliez pas que l'Union nationale, il était 2 par bureau, à nous autres 8 par bureau. Alors, M. Duplessis nous a répondu « vous avez un toit à sa tête pour ce qu'elle veut valer? » Pas mal. Alors, on était bien considérés. Vous aviez 25 ans, probablement le plus jeune député à l'époque. À cette époque-là, les journaux avaient écrit « les plus jeunes députés du Commonwealth ». C'était pas peu dire. Est-ce que ça vous a aidé ou ça vous a nuit d'être le plus jeune? Oh, ben, quel genre d'accueil? Ça m'a donné pas mal de popularité devant le public, là, évidemment. Et quand je suis arrivé à Québec, ici, là, les députés de l'Union nationale, ils ne m'aimaient pas. Hein? Ils ne voulaient même pas me parler. Là. Il y en a quelques-uns qui m'ont parlé, qui sont apprivoisés à un moment donné, là, comme Antonio Barrette, par exemple. Et lui, non seulement il me parlait, lui, il m'avait invité à son chalet, pour vous donner une idée. Il y en a qui étaient quand même parlables. Mais vous n'avez pas mis de temps à vous frotter à Maurice Duplessis, là, en chambre et en dehors de la chambre. Bien, on n'était pas nombreux à ne pas en avoir peur. Les gens avaient peur de Duplessis. Duplessis était puissant. Duplessis, il pouvait tout. Hein? Alors, autant il était bon, puis il était prêt à tout donner à quelqu'un qui l'adulait ou qui le servait, autant il était prêt à mettre des gens dans la rue, en prison, n'importe quoi, à inventer des choses. D'ailleurs, il l'a fait contre moi et contre mon père. Et le premier soir que je suis arrivé au Café du Parlement, on appelait ça le Café du Parlement dans le temps, en sortant de la petite salle réservée à l'opposition avec M. Mahler,
Duplessis me rencontre. Duplessis, « Ah, Yvon, bonsoir, comment ça va? » Tu sais, comment je parlais, là. Alors, j'ai dit, « Ça va bien, Monsieur le Premier ministre. » Il dit, « Tu sais, ton père est un de mes amis. » J'ai dit, « Monsieur le Premier ministre, j'ai jamais choisi les amis de mon père. » Puis là, il est resté froid, puis il m'a laissé. Alors, dès le départ, on n'était pas amis, hein? Et puis, je me levais régulièrement, parce que autant M. Mahler que M. Lapalme, quand il y avait quelque chose de corsé, n'importe quoi, j'étais le débiteur, moi. Alors, il me faisait signe, là, je me levais. Ramasser M. Duplessis, ça me faisait plaisir. Pourquoi M. Duplessis, je le ramassais? Pas rien que pour le plaisir. C'était question que moi, j'étais jeune, comme tous les jeunes de l'époque, là. On était fatigués de voir le clergé venir à la province avec Duplessis, et c'était une puissance épouvantable. Alors moi, quand je voyais Duplessis, je me levais, je voyais en lui là, le despotisme, le népotisme, la persécution, je voyais tout ça, là. Alors, je me levais avec conviction contre Duplessis. Et c'est pour ça que j'y en donnais. Mais il y a eu plusieurs épisodes, j'imagine, en chambre. La margarine, c'en est un. Ah, la margarine, ça. Vous voulez que je prenne le temps de raconter la margarine? La margarine, ça, à chaque année, en 52, 53, 54, il faisait son spectacle devant l'UCC, l'Union catholique des cultivateurs. C'était plein de cultivateurs dans les galeries. C'était la journée de leur congrès. Et là, il s'élevait, là. Quand j'étais jeune, monsieur l'orateur, mon père, Néry Duplessis, m'a emmené devant une ferme. C'est toujours la même chose qu'il répétait. J'aurais pu le dire à sa place. Et devant cette ferme-là, il m'a dit, mon petit Maurice, tu vois les sillons drettes devant toi? Tu vois la charrue? Tu vois la jument grise? Ça, c'est le cultivateur. Oublie jamais ça, mon petit Maurice. Puis je ne l'ai jamais oublié, monsieur l'orateur. Finissait comme ça. Alors, 52, c'était pas pire. 53, même chose. 54. Puis là, il faisait son discours que lui, tant qu'il sera premier ministre, il n'y aura pas une seule livre de margarine qui va se vendre dans la province de Québec pour nuire à l'industrie du beurre. Parce que c'était le beurre, là, c'était pas le beurre. Il aimait ça parler en joie, là, un peu, pour plaire aux cultivateurs. Alors, tant que je serai premier ministre, pas une seule livre sera vendue, pas une seule livre sera fabriquée. Et c'est toujours le même discours. Pendant qu'il parlait, j'ai dit, pourtant, on sait que dans la province de Québec, il s'en vend partout de la margarine. Mais c'est tous des organisateurs bleus. Les autres, ils ont le droit d'en fabriquer. La police les arrêtera jamais. On savait ça. Alors, pendant qu'il parlait, j'ai été tout d'un coup, il y avait de la margarine à côté du Parlement ici, à la petite épicerie en bas de la côte. Tout d'un coup, ça se peut pas, mais quand on n'essaye rien, on n'a rien. Alors, j'appelle un petit page. J'ai dit, viens ici, mon petit garçon, je vais te donner de l'argent, là. Va en bas, là, à l'épicerie, puis achète de la margarine. Apporte-moi-en 4 livres. Non, excusez-moi, c'était 2 livres. Apporte-moi-en 2 livres. Alors, je le laisse aller. Duplessis continue à parler. Et pendant que Duplessis parlait, le petit gars arrive avec un sac. J'ai dit, dis-moi pas qu'il est allé acheter. Puis il y a eu de la margarine. Pendant que les autres se vantent qu'il n'y en aura pas une seule livre, juste à côté de la police provinciale. Alors, là, j'en revenais pas. J'ai dit, ça va être. Duplessis, il ne savait plus quoi dire. Hein? Qu'est-ce qu'il peut dire? Alors, après Duplessis, c'est Sauvé qui se lève. Sauvé a fini de parler. Au lieu de lui répondre, j'ai dit, monsieur l'orateur, j'ai dit, j'aimerais ça répondre cette fois-ci au premier ministre lui-même. Alors, pendant 1 heure de temps, je l'ai flagellé, je l'ai martyrisé quasiment, en disant, quand il dit ceci, ça veut dire cela. Quand il dit ceci, quand il promet ceci, ça veut dire cela. Pendant 1 heure de temps. Puis j'ai dit, quand il dit, tant que je serai premier ministre, il n'y aura pas une seule livre de margarine de vendu au Québec, on achetait de la margarine ici, monsieur l'orateur, juste en bas de la côte, à l'épicerie, à côté du poste de police provincial. C'est ça, la sincérité du premier. En tout cas, je l'ai en... Ça n'a pas été drôle. Alors, quand j'ai eu fini de parler, j'appelle le petit page, j'ai dit, prends les 2 livres, là, va en porter une sur le bureau du premier ministre, puis l'autre sur le bureau du ministre de l'Agriculture. Ah, bien, j'ai dit là, il dort, réveille-le pas. Mais je me laisse sur son bureau pareil, parce qu'il barrait. Il dormait tout le temps barré, lui. Alors, Duplessis n'a même pas regardé à lui, il n'a pas dit un mot. Hein? Alors, il a dit, monsieur l'orateur, on adjourne demain. Il se lève, puis il adjourne dans la chambre.
Alors, Artiste Dupré, lui, il dit, je vais aller chercher les livres, je vais les mettre à la bibliothèque provinciale, on va garder ça comme spécimen. Puis il est parti avec les livres. Ça a fini le débat. Il aurait quand même réussi à vous faire battre Duplessis en 56. Ah, ben oui, écoute. Comment il s'est pris? Ah, ben mon Dieu. Je peux vous dire, il faudrait que je relis ça, par exemple, à une de mes recherches que j'ai faites en chambre. Vous savez que je cherchais partout, moi, pour trouver le vol de ci puis le vol de ça, parce qu'il y avait toutes sortes de trucs pour cacher de l'argent puis passer de l'argent à des amis. À un moment donné, j'arrive dans le ministère du Bien-être et social, que je scrutais particulièrement, et je trouve en 1952, il y a un montant de 8 100 $. Là, je vous donne ça peut-être à 100 piastres près, là. 8 100 $ à J.A. Desmarais comme fournisseur de matériaux. J.A. Desmarais, fournisseur de matériaux, 8 100 $. 1953, J.A. Desmarais, fournisseur de matériaux, 8 200 $. 1954, fournisseur de matériaux, 8 400 $. C'est un gars qui fournit des matériaux à Sainte-Juste, 3 années de suite comme fournisseur de matériaux, là. Je trouvais ça louche. Alors, je me lève pendant les crédits de Paul Sauvé. J'ai dit, Monsieur le ministre, il y a quelque chose que je trouve étrange. Un gars qui fournit des matériaux, 1951, 8100, 1953, 8200, 8400 ou quelque chose de même. J'ai dit, je trouve ça très louche, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, il dit, écoutez, il dit, moi, les comptes publics, vous comprenez, il dit, là, je ne peux pas tout connaître ça par cœur, je vais faire une enquête. Puis il dit, il y a quelque chose qui ne me paraît pas bien. Duplessis lâche un cri. Laisse-moi faire, Paul, laisse-moi faire. Alors, il se lève. Bien, Paul le laisse faire. Monsieur l'orateur, j'ai honte pour le député de Sainte-Marie. J'ai honte pour le député de Sainte-Marie qui attaque ce qu'il y a de plus précieux dans la province. Nos saints évêques. Monseigneur J.A. Desmarais, un apôtre qui travaille pour un discours. Je venais d'attaquer sans le savoir Monseigneur J.A. Desmarais, évêque d'Amos. C'était ça le J.A. Desmarais, qui était sa liste de paye comme fournisseur de matériaux. Quand il a fini son discours pour me répondre à l'affaire de J.A. Desmarais, il a dit, le député de Sainte-Marie, il sera plus ici l'année prochaine. Je m'en charge personnellement. Alors, je m'étais levé et j'avais dit, Monsieur l'orateur, celui qui vient de me menacer a peut-être raison, connaissant ses mœurs électorales, que je serai plus ici l'an prochain. Mais j'ai dit, moi, j'ai une consolation, Monsieur l'orateur. À l'âge que j'ai, je vais voir la fin de la carrière de celui qui vient de me menacer. C'était une consolation. Ça a fini comme ça. Alors, imaginez-vous, dans mon comté, ils ont sorti tout ce que l'Union nationale pouvait sortir, encore plus qu'en 1952. Là, ils ont défoncé des maisons de mes organisateurs à coups de hache dans les frigidaires. Et le soir de l'élection, dans plusieurs rues, des gangs de bandits, là, des fiers à bras, sont venus prendre les boîtes de scrutin et les ont vidées d'un canot d'égout. C'est à Montréal, ça, là. Ils ont mis d'autres bulletins à la place, puis ils sont rentrés dans... Alors ça a été vu devant plusieurs témoins, et ainsi de suite. J'ai contesté l'élection. Et quand on a sorti les boîtes de scrutin, on sortait toutes les choses votées contre moi, qui n'étaient même pas pliées. Et puis, l'avocat de Duplessis a dit, qui c'est qui nous dit, monsieur le juge, que ce n'est pas M. Dupuis qui a fait mettre ça dedans lui-même pour montrer que l'Union nationale l'a volé? Et qui c'est qui vous dit que ce n'est pas lui qui a fait mettre ça dedans? Alors là, j'ai dit, bon, là, je ne vais pas plus loin. On n'avait pas le droit d'en appeler du juge qui était nommé par Duplessis. Alors, on n'aura plus loin, je ne contesterai plus, c'est fini. Alors, j'ai lâché. Je vous remercie, M. Dupuis. Merci.